Vous écoutez Alger 3, le journal. Bonjour Nasser. Allez, bonjour à tous. Le bilan des intempéries s'est alourdi à 7 personnes dans les inondations en 48 heures, alors qu'une centaine ont été sauvées d'une mort certaine sur instruction du président de la République. 3 ministres, l'Intérieur, l'Hydraulique et les Travaux publics, dépêchés dans les régions affectées pour s'enquérir de la situation. Ouverture à Bagdad des travaux de la 34e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, y représente le président de la République. Dans un message lu en son nom par Ahmed Attaf, le président de la République appelle à la réforme de la Ligue arabe, dénonce également les tentatives de liquidation de la cause palestinienne. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a présenté l'avant-projet de loi régissant les activités minières à l'Assemblée populaire nationale, un avant-projet qui va encourager les investisseurs dans le domaine. Rencontre nationale avec les premiers exportateurs ou les meilleurs exportateurs, une rencontre présidée par le ministre du Commerce extérieur de la promotion des exportations, Kamel Erzik. Hakima Kamel nous en dira plus dans ce journal. Le ministère de l'Éducation et la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption signent une convention, l'objectif étant de moraliser le service public et de lutter contre les tentatives de corruption, y compris dans le secteur de l'éducation. Santé à l'occasion de la journée mondiale de l'hypertension artérielle, zoom sur une des maladies chroniques les plus répandues en Algérie. Saint-Chmèche pour nous en dire un peu plus. Sport football, suite de la 26e journée du championnat de Ligue 1 et en Ligue 2. Nous connaîtrons à l'issue de la 30e et dernière journée l'équipe qui rejoindra le S Ben Aknoun en Ligue 1 la saison prochaine entre le MB Ruisset et le Sam El Harash. Et puis en culture, nous parlerons de la journée mondiale des musées demain dimanche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Le bilan des dernières intempéries s'est alourdi à 7 morts, alors que 282 personnes ont été secourues. Selon le dernier communiqué de la protection civile, les dégâts sont importants. Et sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, accompagné du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, L'Akhbar Khrour, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbel, et du directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Bourlef, s'est rendu ce samedi dans les régions affectées par les dernières intempéries afin de s'enquérir des conditions de prise en charge des familles. La délégation ministérielle va s'enquérir des conditions de prise en charge des citoyens touchés par ces intempéries, des mesures prises au niveau local pour établir la situation. La délégation procédera également à l'évaluation des dégâts causés et les moyens de prise en charge dans les plus brefs délais. Ouverture à Bagdad des travaux de la 34e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, qui représente le président de la République Abdelmajid Tebboune. Dans un message lu en son nom par Ahmed Attaf, le président de la République appelle à la réforme de la Ligue arabe, dénonce les tentatives de liquidation de la cause palestinienne. Karima Hasnaoui. Évoquant la cause palestinienne, le président de la République affirme dans son message « Notre cause centrale connaît des plans de liquidation qui s'amoncellent sur elle, alors que l'occupation israélienne insiste pour imposer sa vision absurde d'une paix qui ne peut être imaginée qu'à son échelle, suivant ses caprices et pour satisfaire ses ambitions. Une paix basée sur les ruines de la cause palestinienne, une paix compromettant la sécurité des pays voisins, dira le président de la République. Il existe, selon le chef de l'État, un nouveau climat international qui menace tout le monde sans exception, un climat caractérisé par cette tendance de vouloir effacer les fondements mêmes du système des relations internationales et de consacrer la logique de la suprématie de la force et une soumission totale à la force. Nous pensons en Algérie, dira le président de la République, qu'une telle situation doit remettre au premier plan de nos priorités communes la réforme de notre organisation, la Ligue arabe, pour s'adapter aux nouveaux défis. Et à la lumière de cet impératif, nous sommes appelés, dira le président de la République Abdelmajid Tebboune, aujourd'hui à renforcer notre engagement autour de notre question centrale, évoquant au final une responsabilité juridique, morale que porte l'humanité à travers le monde. Et pour rester dans le dossier palestinien, 6 Palestiniens ont été assassinés par l'entité sioniste dans des raids violents sur les maisons des citoyens à Jabalia au nord de la bande de Gaza et Khan Younes selon des sources médicales, alors que depuis l'aube, l'on dénombre l'assassinat de 13 civils, principalement des femmes et des enfants. L'UNICEF déclare que les forces d'occupation israéliennes ont tué 45 enfants à Gaza au cours des 2 derniers jours. Dans un communiqué de presse publié hier, l'organisation a appelé à la fin immédiate des souffrances quotidiennes et des meurtres d'enfants. On fait le point tout de suite avec Ziad Medour, survivant palestinien qui vit dans la ville de Gaza et qui accueille souvent des réfugiés palestiniens. Il est contacté par Karima Hasnaoui.
Dans chaque quartier, dans chaque rue, il y a des centaines, voire des milliers de déplacés qui n'ont rien, ni tente. Ils ont laissé derrière eux tout et ils sont venus trouver refuge à Gaza, même si personne n'est à l'abri. S'ajoute à ça la famine qui s'installe, il n'y a rien sur les marchés, les aides humanitaires ne passent pas depuis 2 mois et la population civile de Gaza elle est en train de vivre l'horreur absolue. Bombardements intensifs, morts et blessés, destruction massive et la pénurie de tout. Et l'ONU et ses partenaires humanitaires possèdent l'expertise, la détermination et la clarté morale nécessaires pour fournir une aide suffisante pour sauver des vies à travers Gaza. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, Tom Fletcher. Direction l'Assemblée populaire nationale où le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a présenté aujourd'hui l'avant-projet de loi régissant les activités minières, un avant-projet qui va encourager les investisseurs dans le domaine. Smaïl Mimouni. L'avant-projet de loi régissant les activités minières a été présenté ce matin par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, devant les députés. Le secteur minier connaîtra, avec l'application de la nouvelle loi après son adoption, de grands changements, de nouvelles incitations et perspectives attendront les investisseurs nationaux, publics et privés et également les investisseurs étrangers. Cet avant-projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réforme du cadre législatif des activités minières. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie. Le projet de loi présenté aujourd'hui comprend un certain nombre de mesures d'incitation et de procédures en vigueur à l'échelle mondiale visant à encourager l'investissement minier dans le cadre d'un système juridique et institutionnel fondé notamment sur les principes suivants. Le développement des installations géologiques du pays, des cartes géologiques, géochimiques et géophysiques et l'accès gratuit à ces informations qui représentent le point de départ de tous les projets d'exploration minière. L'Algérie mise dans le domaine minier sur 3 axes majeurs: l'attractivité des investisseurs, la préservation des ressources minières et bien sûr le respect des normes écologiques. L'avant-projet de loi des activités minières, un texte capital pour dynamiser et booster le secteur, un texte qui répond à la volonté de l'État de diversifier l'économie nationale en exploitant le potentiel minier que dispose l'Algérie. De l'APN, Smaïl Mimouni, Algéchien 3. Mohamed Arkab qui était hier à Sorrente en Italie où il a présenté les principaux axes de la stratégie énergétique nationale. Nabila Houssine. La stratégie axée sur le renforcement de la production de gaz naturel, la réduction de l'empreinte carbone et l'élargissement de l'utilisation des énergies renouvelables à travers un projet de 15 000 MW d'énergie solaire à l'horizon 2035. Les grands projets énergétiques régionaux auxquels l'Algérie participe évoqués notamment dans le domaine de l'énergie verte, le projet South 2 Corridor reliant l'Algérie à l'Europe est renforcé par la déclaration commune d'intention politique signée à Rome en janvier 2025. Le ministre Mohamed Arkab a également abordé le projet Medlink visant à exporter annuellement jusqu'à 2000 MW d'électricité verte vers l'Italie ainsi que le projet d'interconnexion électrique entre le nord et le sud de l'Algérie avec un investissement de plus de 3 milliards de dollars visant le déploiement des énergies renouvelables à grande échelle et l'élargissement de leur exportation vers l'Afrique. Mohamed Arkab a en outre fait savoir que l'Algérie tient des consultations avancées avec la Libye, l'Égypte et la Mauritanie pour l'interconnexion des réseaux électriques et le renforcement de l'intégration énergétique régionale en vue de préparer le terrain au marché africain unifié de l'électricité. Les 147 meilleurs exportateurs algériens sont réunis ce samedi à la SAFEX sous la coupe du ministre du Commerce extérieur et des commerces et de la promotion des exportations, des transports et du CREA. Objectif, lever les entraves pour atteindre les volumes fixés à l'horizon 2027-2028, doublés à 20 milliards de dollars. C'est aussi l'occasion, lors de cette rencontre, de faire participer les opérateurs exportateurs à la grande IATF, le Salon africain des échanges commerciaux, qu'abritera l'Algérie en septembre prochain. Hakima Kamel. Le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rzig, aux côtés du ministre des Transports, Saïd Sayoud, ainsi que le vice-président du CREA, Chafer Boublenza, ont rassemblé les 147 opérateurs les plus performants dans les exportations ayant enregistré de bons scores les dernières années. Objet de cette rencontre, lever les contraintes persistantes à leurs exportations pour les amener à atteindre les volumes escomptés par l'économie algérienne. Kamel Rzig, ministre du Commerce extérieur. La moyenne des exportations durant les 5 dernières années tourne autour de 1900
500 à 2000 exportateurs. Quant aux exportateurs de services, leur nombre avoisine les 40. Vous représentez ceux qui, l'année dernière, ont réalisé plus d'$1 million d'exportation, y compris environ 80 exportateurs de services qui ont dépassé ce seuil. Par conséquent, vous faites partie des premiers exportateurs du pays. 7 milliards de dollars réalisés en 2024, le gouvernement veut doubler ce chiffre ou le tripler même. Pour y arriver, il doit régler le problème de la pénalisation, du non-rapatriement des devises à l'export, notamment pour les assurés CAGEX, permettre l'ouverture des représentations à l'étranger, des showrooms, des distributions également, réduire le temps de chargement, déchargement des marchandises au port, réduire les coûts de fret, faire fonctionner le FSPE, le fonds de compensation des dépenses des exportateurs dans le transport et les accompagner dans leur stratégie marketing. En somme, les exportateurs demandent un environnement plus souple, compétitif et plus prévisible. Le ministère de l'Éducation et la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption ont signé ce matin une convention de partenariat portant sur les mécanismes de travail conjoint entre les deux institutions. On écoute pour commencer le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadaoui. C'est une convention de partenariat entre le secteur de l'éducation et la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Elle répond aux orientations des hautes autorités de l'État à adhérer à cette institution nationale qui puise son essence de la Constitution. Cette haute autorité nationale s'engage auprès de tous les secteurs de l'État à travailler en toute transparence. Le but de cette convention est de moraliser le service public. Pour le secteur de l'éducation, cette convention est importante car elle a pour objectif d'inculquer la culture de la transparence à travers ses différents programmes pédagogiques et éducatifs au profit des élèves. Cette convention s'assigne comme autre objectif également la gestion transparente de l'argent public. À rappeler que cette convention coïncide avec le lancement de la première session de formation au profit des fonctionnaires de l'éducation. La lutte contre la prévention et la corruption, contre la corruption, une préoccupation des pouvoirs publics qui ont engagé de profondes réformes à ce sujet. Pour la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la corruption, cette convention vise à asseoir des politiques, à élaborer des programmes communs de formation, de sensibilisation et de recherche sur la prévention et la lutte contre la corruption. On écoute Salima Mesrati, présidente de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la corruption. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts de l'État à lutter contre toute forme de corruption. Elle permet de renforcer la transparence dans la gestion des biens et du service public. C'est une des principales orientations du président de la République. Cette convention permet également à la Haute Autorité de Transparence et de Lutte contre la corruption de s'ouvrir vers tous les secteurs et organismes de l'État. La lutte contre la corruption est une responsabilité commune. Cette convention vise à inculquer les valeurs de la citoyenneté, à lutter contre les dangers de tentatives de corruption en Algérie et enfin accompagner les cadres de l'éducation lors différentes transactions. Il s'agit aussi de s'enquérir des postes qui peuvent être exposés à la corruption. Mohamed Sghir Saadaoui et Salima Mesrati, propos recueillis par Soraya Rzlan. L'écrivain mauritanien, chercheur stratégique en stratégie spécialisé dans les questions du Sahel et du Sahara et militant de la société civile, Mohamed Salem Ould Mohamed El Yacoub, fustige les manœuvres des tops du Marzen visant à porter atteinte à la dynamique de coopération grandissante entre l'Algérie et la Mauritanie, affirmant qu'au regard des circonstances actuelles, son pays n'a d'autre choix stratégique que de se tourner vers l'Algérie. Le Marzen, qui tente d'imposer un protectorat sur la Mauritanie, explique à Karim Hastaoui Mohamed Salem Ould Mohamed El Yacoub. على أن المخزن في سياسته الخارجية وخاصة في تعامله مع موريتانيا. Les médias du Marzen, dans sa politique étrangère et en particulier dans le traitement des relations avec la Mauritanie, exercent une diplomatie parallèle, contournant et défiant la politique traditionnelle. Le Marzen dispose d'une 5e colonne d'institutions médiatiques et dépense beaucoup d'argent dessus par le biais de canaux privés. Et chaque fois qu'il y a un rapprochement au sein des relations distinguées et fraternelles entre la Mauritanie et l'Algérie, le Marzen, dans son approche de sabotage, active ses canaux et médias parallèles, notamment sur les réseaux sociaux. Je voulais alors répondre d'une autre manière pour leur dire que les tentatives d'imposer un protectorat marocain sur la Mauritanie est inacceptable et que nous avons une large opinion nationale à sa tête, nous dirigeons.
L'ONU appelle par la voix du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Turk, appelle donc les militaires putschistes au Mali à abroger le décret ayant dissous les partis. Turk a également demandé à la junte de ne pas prolonger davantage la période de transition et a publié sans délai un calendrier électoral. L'abrogation de la charte des partis et l'octroi d'un mandat présidentiel de 5 ans sans élection au général putschiste Assimi Goïta ont plongé le pays dans une grave crise politique marquée par un mouvement de contestation inédit qui réclame notamment le départ de la junte et le retour à l'ordre constitutionnel à Bamako. Pour parler direct entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul, Moscou et Kiev se sont mis d'accord sur un échange important de prisonniers. Le Kremlin a déclaré aujourd'hui qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky était possible à condition toutefois que Moscou et Kiev aient trouvé des accords au préalable difficilement envisageables à ce stade au lendemain des premiers pourparlers de paix qui n'ont pas abouti à une trêve. Retour chez nous, direction Soukharas pour les dispositions prises dans le cadre de la préparation de la campagne moisson-battage. Dans le cadre de la préparation de la campagne moisson-battage de l'année 2025 au niveau de la wilaya de Soukharas, la direction des services agricoles de la wilaya, en collaboration avec tous les acteurs et partenaires du secteur, a pris toutes ces dispositions pour assurer à bien une bonne campagne sans risque ni danger. Abdelhakim Isset, directeur des services agricoles de la wilaya, nous le confirme. Nous sommes en train de sensibiliser les agriculteurs et autres citoyens des dangers des incendies, des récoltes. Nous sommes aussi en train de préparer des sorties, des caravanes de sensibilisation pour la collecte des céréales, surtout l'orge. Nous sommes aussi en train de préparer des séances de travail avec nos collègues de la coopérative des légumes secs pour essayer de réunir l'ensemble des propriétaires des moissonneuses-batteuses pour procéder au réglage de leurs machines et aussi s'assurer du bon état de ces machines. Qu'au niveau de notre wilaya, nous nous attendons quand même à une production assez importante. Ici, Inch'Allah, il n'y aura pas d'accident climatique. De Soukharas, Sadr Bouraoui pour Alger 3. La journée du 17 mai marque la journée mondiale de l'hypertension. L'hypertension reste un problème majeur de santé publique. L'occasion de rappeler les gestes de prévention, une hygiène alimentaire s'impose. Alors, qu'est-ce que l'hypertension artérielle, Hassan Chmesh? Le docteur Ikhelji Amira nous définit l'hypertension artérielle. Cette maladie est la première cause de mortalité cardiovasculaire dans le monde. C'est une maladie silencieuse, dont les symptômes ne sont banaux en réalité. Des vertiges, une céphalée, des petits symptômes de rien du tout que la personne banalise tous les jours. Les conséquences de cette maladie sont graves. Le docteur Ikhelji. Elle peut toucher le cerveau, le cœur et le rein. La personne peut perdre la vue, comme elle peut finir avec une cardiopathie ischémique ou une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur faible. Quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Ouzani Nabil, médecin spécialiste. L'hygiène de vie comporte des éléments susceptibles de faire augmenter la valeur de la tension artérielle. Ainsi, une alimentation riche en sel et pauvre en fruits et légumes, une consommation importante d'alcool, une activité physique insuffisante, un excès de poids, le tabac, le stress ou bien l'âge. Et enfin, les antécédents familiaux. Le dépistage est important. Le docteur Ikhelji. Il faudrait au moins chaque 2 ans faire une prise de tension artérielle. Les experts insistent sur l'activité physique. Le professeur Chetibi, chef de service cardiologie à l'hôpital Benimsous. Une marche régulière soutenue de 30 à 45 minutes tous les 2 jours suffit, dans la majorité des cas, à protéger nos patients des problèmes cardiovasculaires. Les jeunes ne sont plus à l'abri de cette maladie qui touchait autrefois les personnes âgées. Plusieurs jeunes, notamment des lycéens, ignorent leur atteinte par l'hypertension. Et avant de retrouver Ali Hamouche pour l'infosport, en gros plan sur la journée mondiale des musées demain dimanche, il est prévu une série de conférences-débats avec la participation des différents directeurs de musées pour faire un état des lieux de ce qui a été fait, ce qui reste à faire en matière de restauration et de classement. Nadia Siassi. La journée mondiale des musées est célébrée chaque 18 mai pour mettre en avant le rôle des musées dans la ville, dans un pays, une manière de faire connaissance avec notre histoire, la découvrir sur toutes ses facettes. Des précisions avec Dr Naïma Abdelrahim Mahinded, architecte et chargé de la restauration des sites et monuments au ministère de la Culture et des Arts. Que le musée, en tant que structure, sont plutôt porteurs d'une mémoire, mais aussi
Ce genre d'édifice, il a aussi un apport économique très important parce que c'est généralement quand il y a un touriste dans une ville, la première chose qu'il va essayer de voir, c'est de visiter le musée de la ville pour avoir une idée sur son histoire, une idée sur sa richesse patrimoniale. Il va contribuer énormément pour la sensibilisation et la vulgarisation du patrimoine. Une conférence internationale sur l'avenir des musées dans les sociétés en perpétuel changement est prévue demain dès 9h au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. Et on retrouve sans plus tarder Ali Hamouch. Ali, bonjour. Bonjour Nasser. On va parler football suite aujourd'hui de la 26e journée du championnat de Liga Mobilis. Il y aura 2 matchs au programme pour la suite de cette 26e journée. À 17h, le co-leader, la JS Kabylie, qui compte 46 points, qui affrontera la JS Saoura, 10e au classement avec 32 points. Et à 19h30, il y aura ce derby entre le Paradou Athletic Club, 6e au classement avec 35 points, qui affrontera l'USM Alger. Ça sera au Nelson Mandela Stadium, ce sera à partir de 19h30 et vous pourrez suivre les 2 rencontres en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et hier, l'Olympique de Arbois avait battu l'USM Khenchla 2-1 et également victoire du Mouloudia d'Oran face au NC Magra sur le même score 2-1. Et en Ligue 2, on connaîtra cet après-midi le 2e club qui accédera en Ligue 1. Ça sera soit le MB Ruisset, l'actuel leader du groupe Centre S, qui compte 68 points, qui donc fera face à qui affrontera l'US Cheouia à domicile, et le poursuivant direct, l'USM El Harrach, qui jouera également à domicile face à l'IB Khmis El Khchna. L'USM El Harrach est juste derrière avec 1 point de retard. On va parler d'un autre sport collectif, le volleyball. Chez les dames, on connaîtra le 2e club qui disputera la finale de la Coupe d'Algérie. Chez les messieurs, suite et fin des playoffs. Ça sera soit l'US Ben Aknoun ou l'Njmet Chlef, une rencontre, une demi-finale de Coupe d'Algérie chez les dames, donc qui se jouera à partir de 16h. Et le premier finaliste, c'est le NC Béjaïa, donc qui s'est qualifié hier aux dépens de l'autre club de Béjaïa, le MB Béjaïa. Donc on connaîtra la fiche de la finale. Et chez les messieurs, suite de la troisième et dernier tournoi play-off, et on connaîtra les 2 autres clubs qui accompagneront la JSC Oulad Adouane et le Wydad Ahmed de Tlemcen dans le carré d'As. Ça se jouera entre le Stade le Pokchlef, le Mouloudia d'Alger et l'OMK El Miria. Merci Ali Hamouch, avec vous que prend fin ce 12-13 week-end réalisé par Amin Segni, Ahmed Dadou. Merci à Klimou qui était à la technique, Ikram Srin à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la météo avec Amin Mounir. L'information revient à 14h, premier flash de l'après-midi. Rendez-vous avec Amal Azib. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver ce soir à 19h. Merci de nous rester fidèles.